D'abord, donc, merci beaucoup à Bruno de nous permettre d'être ici et au Forum éthique de Jérusalem, qui devient maintenant un rendez-vous extrêmement important pour nous tous. Lorsque on construit un système de santé, ou lorsque on veut réformer un système de santé, trois questions nous sont posées. La première question, c'est de savoir si ce système va être équitable pour tous les citoyens et s'il n'y aura pas de personnes qui seront laissées sur le bord de la route. La deuxième question, c'est le financement. Comment on va financer ce système de manière durable et comment on peut éviter les risques de faillite. Et la troisième question, c'est comment on peut optimiser ce système en permanence pour qu'il y ait un rapport coût-efficacité acceptable et très bon. Sur le premier sujet, qui est celui du caractère équitable, je suis extrêmement honoré de parler avec l'acteur principal ou un des acteurs principaux du fameux Patient Protection and Affordable Act, mieux connu sous le nom de Obamacare. Nous sommes deux grands pays démocratiques, et nous n'avons pas les mêmes cultures lorsqu'on parle de santé. Et nous avons, décidé que ce serait une assurance maladie universelle. Et autrement dit, quel que soit le degré de fortune ou non de la personne, quelle que soit sa couleur de peau, quelles que soient ses opinions politiques, quelles que soient ses opinions philosophiques, il sera soigné de la même manière. Et donc, le homeless, le sans domicile fixe, est soigné dans les mêmes hôpitaux et avec les mêmes médecins que le millionnaire. Pour cela, nous avons choisi un mode de financement dont on parlera plus tard, mais ce système, il est extrêmement aujourd'hui fragilisé parce qu'il est certainement trop généreux, mais il est égalitaire jusqu'à aujourd'hui. Vous avez fait le choix aux États-Unis de financement via des assurances privées payées par l'employeur, pour 50% à peu près d'Américains. Première question éthique, est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui soit riche puisse se payer des primes élevées et avec surtout de meilleures prestations? Ça, c'est une première question pour nous, en tant qu'Européens et en tant que Français. Le deuxième système que vous avez, c'est un système de Medicare pour les plus de 65 ans, les handicapés qui résident légalement aux États-Unis. Et là, vous avez fait un choix dont nous avons beaucoup parlé, parce que j'ai porté la dernière grande loi d'assurance maladie en France. C'est moi qui l'ai portée en 2004. C'était un grand sujet, celui de la franchise. Est-ce que... Alors, nous avions un ministre de l'économie et finances à l'époque, qui est devenu ensuite président de la République, qui voulait une franchise de 300 € par an. Et moi, je ne voulais pas. Parce que 300 € par an, c'est, pour les pauvres, énorme. Mais même si c'est rien par rapport au système de santé américain, pour moi, ce n'était pas possible. Donc, c'est un grand débat que nous avons eu. Vous avez 1 408 $ par hospitalisation et 198 $, je crois, par consultation. Ça, c'est un sujet dont j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est un vrai sujet.
Et enfin, troisièmement, vous avez le système Medicaid, qui est un système donc pour les familles, les handicapés, les plus de 65 ans, très démunis. Mais alors là, sur le plan éthique, il y a un sujet différent entre nous, c'est que ce sont les États fédérés qui décident de l'éligibilité du démuni. Et chez nous, nous tenons, alors nous ne sommes pas un pays fédéral, mais nous tenons à ce que l'État central décide pour tout le monde quel est le niveau de santé publique pour éviter que, par exemple, la région de la Côte d'Azur, beaucoup plus riche que les régions du nord de la France, puisse mieux soigner ces personnes. Donc ce sont des sujets, je crois, dans un premier temps, qui sont extrêmement importants parce que vous avez dû être certainement, vous avez dû être confronté à ça. Et dernier point, on va dire 50% de personnes avec des assurances privées payées par l'employeur, 12% à peu près de Medicare, une vingtaine de pourcents pour Medicaid, et il restait ceux qui n'étaient pas assurés. Et c'est là où vous avez été un magicien, parce que il y avait 17% avant votre réforme de gens qui n'étaient pas assurés. Aujourd'hui, il y en a 9,2%. C'est un succès considérable. Ceux qui ont voulu vous faire des combats constitutionnels ont perdu. C'est une affaire terminée. Cette réforme est aux États-Unis, elle y restera, et c'est formidable. Vous êtes passé encore une fois de 17 à 9% de gens non assurés. Le succès scolaire des étudiants démunis a augmenté. La mortalité infantile a baissé. Le nombre de diabétiques a baissé chez les plus pauvres. Et donc, c'est un succès formidable. Reste un sujet, et je terminerai par là. Ça s'appelle l'aide médicale d'urgence. Chez nous, et je me suis beaucoup battu pour ça, dès que quelqu'un va aux urgences, c'est fini. Personne ne peut l'enlever. Il va aux urgences. C'est d'ailleurs un de nos problèmes, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aux urgences et qui n'auraient rien à y faire, mais ils vont aux urgences et on les soigne. Aux États-Unis, vous avez décidé que soit il y a le pronostic vital qui est en jeu, et alors, bon, on s'en occupe. On s'en occupe, mais on veut quand même le faire payer. Alors, on se débrouille pour lui dire, tu vas dans les organismes caritatifs, ou tu reviens à Medicaid et tu discutes avec eux. Et si tu n'y arrives pas, faillite. Nous, et d'autre part, s'il n'y a pas d'urgence vitale, alors, pas de diagnostic prénataux, pas de médecine prénatale, pas de diagnostic, donc pas de prévention, et pas de soins de suite. C'est-à-dire, on peut être opéré, mais ensuite, on n'a pas de consultation de suite. Et ça, c'est extrêmement important d'en parler avec vous, parce que vous avez prouvé que vous êtes auprès des plus pauvres et vous avez fait ce système avec Barack Obama, et c'est Barack Obama, évidemment, le politique qu'il a voulu, avant tout, et je salue ça, mais comment pensez-vous que l'on peut améliorer les choses, sachant que chez nous aussi, il y a beaucoup de problèmes? Well, the first thing I want to say is that you should come to the United States and teach American healthcare. Yeah. Very few people who are not American, and even very few people who are American, understand the system, and your explanation was outstanding. It's incredibly complicated, and most people in political life have no idea how it works, and so really outstanding explanation. Thank you. You've raised a lot of issues. Let me begin. The first question you asked is about the poor and having them get medical care. Let me make 3 observations about that question, which I think are very, very important. The first one is just the posing of the question, the focus being on poor people. That used to be the norm in our countries. Franklin Roosevelt, for example, said,
You measure a country by what it does for the people who don't have a lot, not how comfortable it makes the people who have a lot. I think that attitude in the West, we've lost it a little bit. We see the rich getting richer. Hopefully, that has changed for important reasons. And I think you're asking the question first, how are you dealing with people who can't afford, is, I think, very much the changed attitude and very important. The second thing I would say is you are 100% right in that our system has different ways of treating people, largely but not exclusively based upon money. Medicare is obviously age-based, it's not money-based. One of the things we know, and we know this from studies in Britain and studies in Canada and studies in every country, is that there may be formal equality in the healthcare system. You get the same doctor, you get the same bed, no matter what your income is. But that does not mean that your health and health care is the same regardless of income. And one of the things we know is that people who are well-educated and rich do better, regardless of the system. Even in England, where there is no payment for anything, the reason for that has to do with many other things that influence how long we live, how healthy we live, that aren't about health care. They're about control of your job. They're about do you not have stress in your life, so that all of the things that go along with stress, smoking and drinking, are less. Are you able to control, your ability to exercise, your ability to sleep, your social relations? These are all very important, and they follow, unfortunately, money and income. And so I think one of the most important things when we think about healthcare, need to understand is healthcare is just a small segment. The last thing I would say is, as you point out, the system in America has become impossible. And it's interestingly become sufficiently impossible. It's not just impossible for poor people, it's impossible for people with insurance. And increasingly, we're seeing people with insurance hesitating about going to the doctor because of what it might cost, not taking their medications. This is people who have insurance. And when that is the case, you know that the system is broken. And I think increasingly, the problem is that the system is broken. Let me address a second problem. I do think we've come to a situation in the United States, certainly, with a clear recognition that we have a bad system. And I think that's actually, some people will get defensive about that when put boldly, but I think there's widespread recognition it's not working well. I would also note that view is increasingly seen in many other countries, not just the United States. We are the worst in that context, but you go to Switzerland, for example, and everyone there, they love their doctor, but they all recognize it's unaffordable. It's become so expensive in Switzerland. It's not the United States, but that the system can't go on for long, but no one. This comes to a more general problem I think we are all facing, and this is not just the United States, although we are at the far end of it. How do we change big social systems and rejuvenate them? And this gets to the politics and the policy and trying to make that work. And one of the problems we have, certainly in the United States, I don't know about other countries in this regard, is that the politics make change very difficult, if not impossible. And increasingly, I think the dissatisfaction with politicians is a reflection of the fact that we can't solve our problems. We seem paralyzed. Let me give you one of the reasons I think that's true, certainly in the United States. When we passed
the Affordable Care Act, Obamacare. The Democrats went on to lose the election in 2010. Obama won, but we lost in 2012, many seats. We lost again in 2014. Trump won, and Clinton lost in 2016. Only in 2018, 4 elections later, or on the 5th election, did health care become an issue, and did Obamacare become something positive that the majority of the public wanted. And today, it's safe to say, I think, as you point out, most people like it, including Republicans. So one of the things the audience may not know, is that in many states, there have been votes in the public to expand health insurance for Obamacare. States that are very, very conservative and Republican: Idaho, Utah, Oklahoma, uniformly, every single one of these states has voted to expand the people have voted to expand Obamacare. So it's become popular, but now it's 12 years later. You're a politician or a minister. You know it's very difficult to vote for something if you're going to be voted out of office because of that vote. There are some people who are courageous and will do the right thing. Because of those votes, it's going to be very difficult in America to do health care reform. No, right? What politician is going to pass a big bill, even if it's the right bill, to become unemployed? I'm related to a politician. My brother is an American politician. He would, it's very hard for me to see him voting to lose his election. Politicians are focused on one thing: winning the next election. And if the cost of reforming systems is to lose elections, you're not going to get reform. It's just that simple. And I think we face that problem in many, many democracies today. And we face it because people, we don't like change. Will the change be good for us, bad for us? You know, Machiavelli knew this many centuries ago, but it's still true. There is a built-in human conservative aspect. I don't know whether change will be good or bad, therefore I would prefer no change. The system gets worse, but I prefer no change. And I think this will make the things that you suggest we need to do very hard. And I think it's one of the things that is making democracy a little unstable in all the countries where it's important. And you see this desire for someone who's authoritarian, who will, fix things, make the trains run on time, as they say. So that is what worries me. My research now is trying to think, are there cases we've had where we've been able to fix things and rejuvenate them? In economics, there's a phrase called creative destruction, right? If a company isn't doing something, it ceases to be a company. None of us use Kodak film anymore, right? Kodak, where's Kodak? It may exist in paper, but no one didn't do something, so it was destroyed. The question is, we can't destroy healthcare, right? We can't just get rid of healthcare. How do we creatively rejuvenate healthcare without political damage? That, I think, is the big issue going forward. So. Je suis complètement d'accord avec vous que la pire chose pour un homme politique, c'est de faire une réforme du système de santé, parce que sur la santé, quelle que soit la réforme, et la vôtre était très généreuse, donc il y avait a priori que des choses positives à annoncer, les gens veulent le statu quo. Ils ne veulent pas changer. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que même dans ce cas-là, ça ne bougeait pas. Alors, je crois qu'il y a deux sujets
par rapport à ce que vous disiez à la fin sur l'optimisation du système. Le premier, c'est le financement. Nous avons choisi le financement public. Vous, moitié public, moitié privé. Nous, c'est des cotisations en France, c'est l'impôt en Allemagne, par exemple. Mais notre système est en train de s'arrêter. Notre système est en train de craquer. Dans les 10 prochaines années, nous ne pourrons pas continuer, nous en France, je vous le dis aujourd'hui, on ne pourra pas continuer à financer. Le système est trop généreux. Je rappelle que si quelqu'un, alors avant ma réforme, mais je suis persuadé que ça doit continuer encore, quelqu'un qui veut voir 8 cardiologues en une semaine, voit 8 cardiologues en une semaine. Alors, normalement, c'est interdit parce que j'ai fait un parcours de soins. Mais en tout cas, il peut faire 8 électrocardiogrammes, il peut faire 8 échographies, et puis l'arrivée de la médecine personnalisée fait que, aujourd'hui, on ne pourra pas payer. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Je crois que l'idéal serait de faire un mixte entre votre vision et la nôtre. Je ne parle pas des pays étrangers, en particulier, puisque nous sommes à côté, nous, de l'Afrique, qui prennent des cartes d'assurance maladie françaises avec un énorme abus derrière, et c'est extrêmement difficile. J'ai fait une loi obligeant de mettre la photo sur la carte d'assurance maladie, et même ça, on arrive à passer à travers. Pour optimiser, et je dis toujours aux syndicats en France, à force de faire grève contre le système actuel, il y a des gens qui sont très contents, c'est les assurances privées, qui n'attendent que ça, que le système tombe. Or, c'est un de nos acquis les plus chers en France, c'est justement ce que nos aînés, après la Deuxième Guerre mondiale, ont fait, c'est-à-dire une sécurité sociale universelle. Je voudrais dire un mot sur l'optimisation. Personnellement, je pense qu'il faut réfléchir à 3 grands sujets. D'abord, on doit mieux rémunérer, mieux former les travailleurs en santé, les professionnels de santé. En France, par exemple, nous avons une crise sur les infirmières parce qu'elles sont mal payées dans le secteur public. Elles ont des conditions de déplacement, surtout dans les grandes villes, très difficiles. Elles ont des conditions de travail très difficiles. Et le Covid a été une sorte de déclencheur pour ça. Deuxièmement, nous devons mieux payer les chercheurs publics, car après tout, ce sont les gens les plus intelligents de la société. Troisièmement, je crois qu'on doit passer d'une médecine curative individuelle à une médecine préventive et communautaire. Le grand sujet du 21e et du 22e siècle sera de passer d'une médecine curative à une médecine préventive. D'où l'importance des dépistages, y compris chez les plus pauvres. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, il y a une surmortalité parmi les plus pauvres. Et enfin, et là, permettez-moi peut-être de toucher un tabou pour l'Américain que vous êtes, même vous, et je suis désolé d'aborder le sujet devant mon ami Bruno Cohen, mais il ne m'en voudra pas. J'ai un ami qui a un laboratoire pharmaceutique, et il me dit que les bénéfices qu'il fait rien qu'en vendant aux États-Unis sont 2 fois supérieurs à tous les bénéfices qu'il fait avec ce médicament dans le monde entier. Parce qu'il y a une négociation, non pas avec l'État, mais avec les assureurs privés, qui derrière font monter les primes et qui donc ensuite sélectionnent les malades. De manière plus générale, je pense que nous ne pourrons pas continuer à estimer que les dividendes des laboratoires pharmaceutiques sont les plus grands dividendes au monde, loin devant le pétrole, loin devant les diamants et loin devant n'importe quel... il faut se poser cette question. On ne peut pas continuer. Alors, ce genre de réflexion m'a coûté mon poste je voulais être directeur général de l'Organisation mondiale de la santé,
Et ça n'a pas plu du tout, ni aux Américains, ni aux autres. Bon. Mais je pense que c'est un sujet extrêmement important. Pourquoi? Parce que autant à l'époque, je pouvais comprendre qu'on payait la recherche parce qu'il y avait 25% des dividendes qui étaient introduits ou du chiffre d'affaires qui était introduit dans la recherche. Aujourd'hui, le laboratoire pharmaceutique regarde les startups de loin. Ils ont totalement externalisé le système de recherche et donc ça devient de la finance. Bon. Donc je pense que nous devons avoir cette réflexion. Personnellement, j'ai créé le Medicines Patent Pool, c'est-à-dire la première communauté de brevets au monde. Je l'ai créé en 2010 avec l'aide du NIH d'ailleurs, du président Obama, qui fait que, au moins pour le sida, la tuberculose, les derniers médicaments les plus efficaces, les plus chers, au lieu d'attendre 10 ans jusqu'à maintenant pour être dans les pays pauvres, sont tout de suite, le même jour, dans les pays pauvres. Et j'en suis très fier, parce que je pense que on ne peut pas aujourd'hui parler d'éthique dans un forum comme celui-là, si pendant 10 ou 15 ans, après avoir trouvé un médicament, il y a 4/5 de la population mondiale qui n'y a pas accès. Well, there's a lot in there, and I do think one of the important points you mentioned is true for, I think, in general, which is the systems, the healthcare systems, as I mentioned, in the United States, we obviously have a problem, a system that no one's happy with. Switzerland, very, very serious concern. But I think you are 100% right. There's no country in which the citizens are happy with their healthcare system, and nor are the politicians, because of the continuing budgetary pressure. Every country, it's somewhere around 11 to 13% of GDP goes to healthcare, and as far as we can see, it's only going to go up. Aging of the population, new therapies that are very expensive means that the pressures will increase. And how we accommodate that is, I think, a big question. I also totally agree with you that this shift, I was commenting just before this panel that increasingly, as I go around talking, people are, what about wellness? We call it wellness. You're talking about preventative care, but it's really the same thing. How do we change from focusing on trying to treat people once they have an illness, whether it's diabetes or heart disease or cancer, to trying to prevent? Let me make 3 observations about that. First, focusing on prevention and wellness will not eliminate the need for expensive medical care. Eventually, people will get sick, even if they're well. And then they will require expensive health care. And so I think wellness is important because it keeps us active, but it won't eliminate the pressure on money. Second, the secret to wellness is simple, unbelievably simple. We know what it is. It's 6 things. And first, eating the right diet. Thankfully, we're in Israel. Pretty easy to do, right? Mediterranean diet. France is the leading example of it, right? And everyone in this room knows less meat, more vegetables, good tahina, good hummus, good baba ganoush. I mean, we know what it is, okay? Second, exercise. We know this, right? You don't have to go out and run a marathon, but walking vigorously, 150 minutes a week, not terribly much. Third, not smoking. This, the French and the Israelis are not so good at. The Americans and Australians are better at. But we know this. If you drive, wear a seatbelt. Don't be a Meshuggah, right? Not complicated. The last 2 have received less attention, but are probably as important as everything else. One, which has been getting more attention recently, is sleep, right? Many of us thought sleep, we were envious of people who could go on 4 hours a day, and
we recognize now sleep is very important for functioning well. And, you know, it's funny because when I was a young man, I was like, well, I can go on little sleep. I was a doctor. After all, we go on no sleep. But you think for 2 minutes, something that is conserved for millions of years, not just in human beings, but in animals, there has to be a reason for it. It can't be just something you can get rid of easily because you don't want to do it. So we need sleep, and we need to prioritize giving people time to sleep. And the last thing, which I think is getting very little attention but needs much more attention, especially in the age of being locked and tied to your computer, is social interaction. We are human beings, and human beings, you know, Aristotle knew this 3 millennia ago. We are social animals. You know, this front of the brain, the forebrain, is all about navigating social relationships, interacting with people, having close friends. Critically important for your health. For your health. Forget for your social happiness and all of that. For being well. I fear that computers and also COVID has done a terrible job. I don't know if you see that. I certainly see it among my students. They don't know how to talk to each other. They face-to-face interactions has become really problematic. And it's very important. And one of the big consequences of retiring, I'm actually a big advocate of pushing the retirement age, except for professors, we should retire earlier, but pushing the retirement age, that was a joke. Pushing the retirement age, because when people retire without a plan as to how to stay active, their cognitive function goes down, their social interaction goes down. So those 6 things, that's it, right? Diet, exercise, not smoking, seat belts, sleep, and social interaction. That's wellness. Unfortunately, we don't teach it in medical school, and it's a big problem. But that won't make you live forever, right? It'll make you live well, but not forever. People will still get heart disease and cancer and other conditions. Let me just conclude by talking about something you mentioned, which is the personnel shortage. The world is seeing a shortage of healthcare professionals because the demand because people are getting sick, the populations are aging, et cetera. Everyone has a shortage of nurses. You have a shortage of nurses, you blamed it on low pay. Let me just tell you, in the United States, we don't have low pay for nurses. I know that they complain about their pay, legitimately so. It's a very hard job. But the average income of a nurse in the United States is $77,000. That is substantially higher than the average family income. It's also higher than other, what we call caring professions, teachers and others. It's still hard to get people to be nurses because the job is so difficult. This is true worldwide. There's not a country in the world that has enough nurses, as an example. We need to train people. The other thing we need to think about is, what do nurses do that machines can do? I think thinking about automation, we should not be so afraid of it. We're going to need it. What do nurses do that people who don't have nursing degrees can do? I don't know what they call them in Israel or in France. We call them medical assistants. They're not nurses, but they interact with patients. We know they can take the blood pressure. They can certainly give injections. They can take certain diagnostic tests. We need to give more of those activities so that nurses are really doing the most that they can do for patients. And I think rethinking how we deliver healthcare in that way is going to be very, very important. And I don't think there's any escape from it. Again, that's political, right? Many of us have laws and regulations about how much nurses can do, how much other people can do. We need to change those. I would say one of the most interesting things to me, and we haven't, certainly in the United States, had enough attention to this, is
COVID made us do things differently. I'm sure it's true in France. I'm sure it's true in Israel, right? We say in the United States, in 10 days, right, we got more telemedicine than we had in 10 years. Doctors talking to patients over the internet, on Zoom. How did it happen in 10 days? It didn't just happen. We got rid of lots of rules and regulations, rules about privacy, rules about what computer platforms and programs you could use. We need to, I think, comprehensively rethink many of the rules we have because they're preventing us from solving problems. Unfortunately, in the United States, we're going backwards. We're putting the rules back on. It's not going to help. It's going to be a real problem. And I think we need to be creative about looking at what the rules we've made for particular situations, quite legitimately. But when we put them on the whole system, they may make the whole system very dysfunctional and hard to fix and not easily adapted. So I think that's a political problem. And we need to see the political system solve it and address it. Sur le plan politique, pour conclure moi aussi, je pense que un des grands sujets dans les pays développés, les pays riches, c'est que les chefs d'État et de gouvernement ne voient la santé que comme quelque chose qui coûte de l'argent. Et pareil d'ailleurs dans les pays en développement. Or, avoir des citoyens en bonne santé, ça veut dire que le produit intérieur brut augmente. Et souvent, on devrait développer beaucoup plus l'économie de santé, les études de recherche en économie de santé pour montrer au ministre du Budget et des Finances qu'au fond, ce qui est extrêmement important, c'est, par exemple, la chirurgie ambulatoire, diminuer les jours d'hospitalisation, revenir le plus rapidement possible au travail. Ce sont des choses majeures pour l'économie d'un pays quand il s'agit de personnes entre 25 et 55 ans. Mais on ne peut pas aborder le sujet que nous avons abordé aujourd'hui sans dire que dans, on va dire, la moitié de la planète, le sujet, c'est plus du tout les systèmes de santé compliqués, mais c'est tout simplement ce qu'on appelle le primary healthcare, c'est-à-dire les soins de santé primaires. Et les soins de santé primaires, quand on sait que dans les pays en développement, les pays pauvres, les low-income countries, les plus pauvres, la moitié des enfants qui sont déshydratés par la diarrhée ne sont pas réhydratés. Donc, c'est là où on voit le niveau, tout simplement, où il faut mettre la barre, c'est-à-dire très basse, au fond, pour sauver des millions d'enfants. Et c'est tout le problème de la santé publique. Récemment, un chef d'État africain me demandait si je pouvais travailler pour le conseiller, pour faire un grand hôpital où il y aurait la chirurgie cardiaque, où il y aurait la chirurgie digestive, où il y aurait l'ophtalmologie avec laser, etc. Et je lui ai dit, mais je ne ferai pas ça, parce que avec la moitié d'un étage de votre centre hospitalier universitaire, vous allez pouvoir sauver des dizaines de milliers d'enfants. Il dit, mais comment ça? Ben, je dis, oui, tant pis pour ceux qui ont des malformations cardiaques, mais tous ceux qui ont des diarrhées et des pneumonies, vous les sauverez. Et ça s'appelle la santé publique. Et malheureusement, la santé publique n'est pas suffisamment bien enseignée dans nos facultés, dans nos universités. C'est pas vrai aux États-Unis, mais c'est vrai chez nous, en tout cas. Et ça doit être beaucoup plus développé dans les pays pauvres. Voilà ce que j'avais à dire. Well, when I was in the Obama administration and working on healthcare, one of the things I had responsibility for was the budget of global health assistance that we gave. And it's predominantly for HIV/AIDS, TB, and malaria.
And one of the priorities I wanted to do was to shift that to more health system, build up the health system for primary care, focus on women and children, because that was a big deficit. And I totally agree with you. If you want to spend €1 and have the biggest impact you can on the world for good, it's healthcare in less developed countries, low-income countries. Huge impact. Increases life expectancy, increases productivity, increases the economy. We know this, and I totally agree that we have to do more. We should acknowledge we have done a lot over the last 20 years, beginning with PEPFAR and HIV, but extending to other things. When I took over at the White House, I got a report on all the programs, and I looked at the malaria program, and I was like, why are we hiding this? We made huge strides in malaria, huge strides in malaria. We're now down to about 500,000 or 600,000 deaths worldwide per year on malaria, which is between bed nets and other interventions. We now are beginning to have the first effective vaccines. Just amazing changes, but we hardly publicize it. And because of the rise in income in India and China, but not exclusively, we've seen dramatic increases in life expectancy in those countries. Before the war in Ethiopia, you had a fantastic program that they pioneered of community healthcare workers that dramatically improved the delivery, safety, and decreased the infant mortality. Lots has been happening, but I totally agree with you. Investing more in global health, and it's plateaued. I mean, our investment in global health, and COVID hasn't helped. It's an area we have to continue, and I think, again, we've seen in countries that have built up their health systems major positive impacts on health and therefore the economy, and that needs to be continued, and a high priority. I would say one of the most disappointing things on that score that is happening right now is in Britain. You have a new government, and Britain has been very good about their global health assistance. Absolutely. And unfortunately, for the first time in, I think, 20 years, they're talking about decreasing their commitment to global health, and very sad. Simultaneously, I will say that we need to see the big economies of the Far East, Korea, Singapore, Japan, we need to see them increase their assistance to other countries. It's not a tradition of theirs, and they have not been leading funders in things like the Global Fund and other ways of helping lower income countries, and we need to see more participation by those countries. As they become more developed and richer, they need to shoulder some of the responsibility of being rich countries. It should not fall on the traditional, the United States, England, France, Germany, Canada. We need Norway. We need a broader a group of countries to help the world. So you were talking about Machiavelli, and I was thinking behavioral economics. It's the same thing, basically. Status quo, where we are is where we'd like to stay. Likewise, for behavior change, even in health, I mean, why do I get up and exercise? It feels like it's taking something from me. What it's giving me is in the distant future, and that's hyperbolic discounting. And likewise for countries, investing in someone else's health. I mean, in the long run, yes, it improves the planet and improves things for everybody. But why do it now? Why on my dollar? So I'm thinking a lot of health issues are driven by finance, of course, and a lot of finance is driven by psychology. To what degree is this incorporated? How can we do more? I totally agree. You could quote lots of other people with the same insight about status quo bias, people not wanting to change and finding change difficult. One of the things that's happened over the 20th century is we did figure out how to change people's behavior. It's called advertising.
I mean, and we need to apply it to the right goal. The irony is we know a lot more about how to change human behavior, and yet we seem to be have the hardest problem today to change people to doing the right thing. But I do think focusing on what the goal is and getting people to make small changes that accumulate is the way to go. Very few people, we know this, make radical changes. Typically, we make a goal and make small progress towards that goal till we achieve it. We know this is a problem because New Year's resolutions, by the end of February, 2 months, more than 80% of them are gone. So it's possible. But I do think we need more of a concerted effort in changing. And one of our problems is we want quick, when we study it and try to implement it, we want quick results instead of thinking this is a long-term problem. We didn't get obese in America overnight. It took 40 or 50 years since the introduction of McDonald's, the expansion of soda and all that. We know we can change. We saw it with smoking, right? It used to be that 48% of the adult population in the United States, something like that, smoked. We're now in the teens. We're not as low as Australia, but we know the combination of work, raising taxes on things, making it socially unacceptable to do, moving it outside. There are lots of things that we can do to make people change. We've done it in smoking. We can do it in other areas as well. So I do think you're absolutely right. Understanding more behavioral economics, but how it can be moved to the good is really the challenge for the next, in health and in wellness. Je voudrais vous remercier tous les deux parce que on se reconnaît tous dans ce vœu d'une santé frugale et solidaire pour tous. On a été élevés dans cette culture. On est les produits, on est une génération qui est le produit de ce souhait. On a donné notre vie pour ce rêve d'une santé frugale et solidaire. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, on assiste à l'effondrement de ce en quoi nous avons cru, en quoi nous croyons encore. Mais c'est vrai que si les dépenses surpassent les recettes et si les rémunérations des professionnels ne sont pas au rendez-vous, on va à la banqueroute et nous sommes, en tout cas en France, nous sommes dans la situation du banqueroute. De sorte que j'ai l'impression que cette médecine à deux vitesses à laquelle Emmanuel a fait allusion, elle est déjà là. C'est-à-dire que quelle mère peut attendre 2 ans pour avoir un rendez-vous avec un neuropédiatre pour son enfant qui est épileptique et qui convulse? Qui peut accepter d'attendre 1 an et demi, 2 ans pour une consultation hospitalière publique? Personne. Qui peut rester 8 heures, 10 heures, 12 heures aux urgences sans avoir vu un médecin d'urgence? Personne. De sorte que Volins-Nolins s'installe un système privé parallèle et on a abouti, et je voudrais avoir votre sentiment à tous les deux là-dessus, contre notre volonté, à l'installation d'un système inégalitaire. Donc finalement, l'égalité devient inégalitaire. Ce principe d'égalité auquel on est toujours attaché devient aussi le plus inégalitaire si la contribution, comme en France, de chacun est réduite à 0. Je pense aux directives Marisol Touraine, qui me semblent être les plus mauvais signaux adressés à nos patients. Donc je veux savoir comment vous voyez le redressement et est-ce que nous avons tous bien conscience de l'installation à marche forcée d'une médecine à deux vitesses? C'est-à-dire que là, on tombe vraiment dans ce qu'on appelle le dur, c'est-à-dire les choses qui fâchent, et il va falloir que l'on fasse cette réforme
en France. En France, le système est basé sur le paiement à l'acte, sur la liberté d'installation et sur le fait que personne n'a rien à payer, en gros. Ce système craque et donc il faut revenir sur l'ensemble, au fond, du système. D'abord, nous devons, sur le plan des équipements, arrêter avec des hôpitaux universitaires qui sont absolument colossaux. Et quand je vois le nombre de centres de pointe vraiment aux États-Unis, et quand je vois le nombre de centres de pointe en France, le chiffre est presque le même. Alors c'est ridicule. Donc bien évidemment, il faut diminuer les centres universitaires et avoir fait croire que toutes les villes de plus de 150 000 habitants auraient des centres universitaires est une erreur majeure. Donc il faut revenir dessus. Mais évidemment, le maire ne sera pas content, le député non plus. Mais voilà, parce que 95% des malades qui viennent à l'hôpital universitaire pourraient très bien être soignés dans un hôpital classique. Et donc, ça, c'est une première remarque, c'est-à-dire que les hôpitaux universitaires doivent rester vraiment pour l'élite de l'élite, avec des malades extrêmement compliqués. Et Imagine et Necker est un exemple. Mais le reste, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, à Necker, c'est même pas la peine d'avoir non plus la pédicectomie basique. C'est ridicule. C'est pas là qu'il faut le faire. Donc il y a cette modification. Pardonnez-moi d'être un peu très franco-français dans cette affaire, mais je crois que c'est une première remarque. La deuxième, c'est que le tabou de l'universalité va un jour tomber, parce que autant je comprends qu'on ne demande rien du tout à celui qui n'a rien, mais à un moment donné, on ne peut pas... moi, personnellement, si on me demandait, allez, on va dire, 200 € lors d'une hospitalisation, je trouverais ça normal, ou 300. Alors là, aujourd'hui, on est dans le domaine où, quelle que soit sa condition, on ne paie pas. Ça, je pense aussi qu'il faudra le remettre. Et puis enfin, je pense que ce qui va beaucoup nous aider, c'est que nous aider et aussi nous plomber. Je ne sais pas si la traduction peut traduire plomber, mais c'est que de plus en plus de femmes font médecine en France. Et les femmes veulent travailler à peu près 2 jours ou 3 jours par semaine. Et elles veulent être salariées. Donc là, peut-être pour la première fois, on peut aussi essayer d'avoir une médecine avec des salariés, c'est-à-dire que ça diminuera énormément le prix des ordonnances, parce que quelqu'un qui est salarié ne fait pas de longues ordonnances, et quelqu'un qui est payé à l'acte fait de grosses ordonnances, de peur que le malade ne revienne pas le voir. Parce que le malade à qui on ne donne pas une grande ordonnance n'est pas content. Mais je pense qu'il faut faire une réforme totale du système de santé. Il faut le réformer totalement. Le problème, c'est qu'il faut dire la vérité aux Français. Si on ne leur dit pas la vérité, mais il faut que ce soit au plus haut niveau. Il faut dire le système s'arrête. On n'a plus que 3 ans avec un système comme celui-là, et on va arrêter. Personne n'ose le faire. Je voudrais aussi dire que nous payons 15 ans ou 20 ans de décision de ne pas faire de nouveaux médecins, parce que le ministère des Finances obligeait des concours avec très très peu de nombre de médecins, pensant que plus il y a de médecins, plus il y a de dépenses. Ce qui est vrai. Mais là, on est arrivé à un moment où on n'a plus de médecins en France. Et ça va durer 10 ans. Donc des attentes, des zones désertifiées en médecins, y compris dans les grandes villes, et des situations comme, vous l'avez dit, en neurologie, en pédiatrie, en ophtalmologie, où il faut 6 mois, 1 an pour se faire... voilà. Donc c'est vrai que moi je suis extrêmement là-dessus pessimiste, sauf que c'est au moment où on touche le fond
qu'il faut faire une grande réforme, comme d'ailleurs votre prédécesseur Robert Debré l'avait fait en 1958. Well, first of all, I would not want to give up on the notion of universality. I do think we have to keep that. I do think, I very, very, very rarely use the language of rights, but I do think that in the world, people recognize getting health care as a right. The second thing I would say, and here we may disagree, I'm not sure I got all the subtlety of everything you were saying, but you know, having people pay for health care services works when they decide whether they want to use the service or not. It does not work for people who have serious illness. The idea that you're going to persuade a cancer patient not to get cancer care or not to take chemotherapy by paying is ridiculous. It's counterproductive. So I'm not we've gone way excessive in the United States in asking people to pay for part of their health care when they get the health care. It may be free when they have a serious illness is the right idea, and when it's discretionary, they pay something. But I totally agree with you. We need to revamp how we're giving care. And this is what I would say. The decision about who gets what care, how much care they get, what drugs they get, that decision is not made by the patient. That decision is made by the doctor. And what we really need to emphasize is for doctors to be more conscious about what they're doing and to be more prudent. And I think you made some good points, which are, look, lots of surgery can be done safely, ambulatory, not done in the hospital. We do this. By the way, it's not just 55. We do hip replacements for 80-year-olds in ambulatory surgery centers. Perfectly fine. We know that delivering outside of a hospital, delivering a baby at a maternity center works fine for the vast majority of cases where there's no evidence of a problem. You don't have to come into the doctor's office to get your immunizations. There are lots of ways we can change how we're delivering care and make it more efficient. The medicines you use also, as you point out, make a very big difference. You don't have to use the most expensive medicines. And I think that's decisions doctors have to make. And making them conscious that what they do really can affect the price is something I've been working on for the last 5 years. And I will tell you, it's behavior change, not in the public, but at doctor level. And we can achieve behavior change. A combination of paying them correctly to focus on it, educating them, giving them information about what is cheaper to do, how much it saves, and making it easy for them to do so that it's not a complete balagan to go to an ambulatory surgery center, but it's an easy thing to do. Those are changes we've shown you can do, but we have to make them systematic so that when the doctor doesn't think, whatever, I do everything, I do the things that are going to maximally enhance patients' health. That's the goal. And I think thinking that way is more important than the old system we've had, which is we do everything. I am personally a practitioner. I am a practitioner. And I can tell you that the mindset of the people is changing, and they are prepared to change their mindset to save the healthcare system. Yeah. So the population is aware of that, and at least in France, they are probably expecting dramatic change in the healthcare system. It's true. Poor people, they know that the system is reaching bankruptcy. They realize daily. I am not an expert, and so what I'm going to say may be totally wrong, and you'll correct me. What I've heard is that during COVID, the system responded terribly, but the doctors and the nurses and the healthcare providers responded very well. And they responded that this is what we have to do. We have to care for everyone. And they went above and beyond what the system was not
allowing them to do. I agree with you. There's a change in attitude. It's the same thing in the United States. People are fed up with all the rules that don't let them care for patients. What we, as people who can help structure the system, what we have to do is to try to make the system easier for them to do the right thing in. And that's not, it's not trivial, and we have a lot of barriers to doing it. But I do think that's where we have to be going. So I agree with what you've said. What would you say is the biggest takeaway from, what would you say is the biggest takeaway from the, global health crisis that nearly brought health systems to the, to their knees recently? When you look at, political paralysis, and you're looking at problems of optimization of resources in places that are more social, when we saw that overnight, something completely unexpected can have such dramatic impact where health centers can't even, take care of the flux of people. So first of all, I will say it has demonstrated, and sometimes we lose sight of this, that we can change dramatically. This idea that it'll take years doesn't have to. But the dramatic change can only happen if everyone's participating. One of our problems with reforms is there are lots of groups that don't want to participate, and we have to make them participate. The second thing I would say is it did reveal that the systems in all of our countries, no matter how they're paid for, how they're structured, are weak and not structured for giving optimal care to people, and that there is a lot of inefficiency and in the system, and it's not optimally designed. My biggest concern, and now I speak from the United States because I haven't done a survey of all the countries, we did not take what we learned in COVID and what we see is necessary to respond, and we did not make it structural or institutional or make the whole system change. And that's, I've written a lot, I've written many articles in the newspapers about this, that we've wasted this crisis. If we do not make 3 or 4 really important changes, we've wasted the crisis. The kinds of changes we need to make, and this may be different in other countries, it's certainly different in Israel. Israel provided the world with the data, right? Israel, Britain, Denmark, those were the leading countries providing the world with the data about who was getting COVID, who was dying from COVID, how well vaccines worked, how long vaccines worked. The whole world needs to be collecting that data. We can't rely just on a country of 9 million and Britain with 60 million people. We need that data from every country. We have not put it in place in the United States, and it's not expensive. I mean, the thing which really annoys me is this is not a matter of money. It's a few millions of dollars, tens of millions, maybe 100 million. In a country of 330 million people, that's pennies, right? That's 30 cents per person. It's ridiculous. Second, one of the things we've learned that we really need to attend to, and this I am pretty sure is the whole world, indoor air quality. I have no idea how good it is here. First of all, we need standards. Second of all, you need to know what the standards are. And third of all, we need to fix. So we have lots of places, but we have not made this. And again, this is not money. Setting up a standard, telling people that they have to grade the standard, and fixing the indoor air quality. That will take money, but you can do it in new buildings. When I teach, for example, I have 4 big filters going in my classroom. I don't want anyone to get COVID from teaching. Those are just 2 examples. There are many. There are other pivotal changes that we need to make throughout the system, and we haven't done that. Maybe other countries have done it, but I know in the United States, and it's one of the things that really upsets me. And both Democrats and Republicans have to take some responsibility. The Democrats, mainly these very cheap things just haven't been done,
and the Republicans, they have refused to allocate money to doing them, and we're all going to pay. It's terrible. The next, and one of the things we've learned from COVID and now monkeypox and cholera is on the upsurge in the world is we're going to have another. I don't know if it's going to be as bad as COVID, but you know, in our lifetime there will be another outbreak. It could be bad flu. Who knows what it's going to be? The one good positive here is the mRNA platform. We've learned making it optimal. We still have to do that. But we do have a new platform, and that is very, very important. All of us will be getting vaccines, I am sure, for things like cancer because of the mRNA platform. Je voudrais ajouter, en parlant d'épidémie, comme celle que nous avons vécue il y a peu de temps avec le Covid, c'est que ça a révélé l'absence totale de système de santé mondial, que l'Organisation mondiale de la santé a un budget de 2 milliards de dollars par an, ce qui est absolument ridicule, sur 8 milliards d'individus. Ça veut dire que c'est uniquement normatif, donc c'est-à-dire une très belle organisation sur le plan normatif d'ailleurs. Le diabète, c'est supérieur à 1 gramme par litre, l'hypertension artérielle, c'est au-dessus de 14,9, etc. Mais après, il n'y a rien. Et lorsque vous voyez comment l'Organisation mondiale de la santé fonctionne, elle fonctionne avec une personne par pays. Alors, aux États-Unis, à l'Union européenne, ce n'est pas un sujet, puisque nous avons nous-mêmes des systèmes de santé. Mais lorsque vous êtes en Sierra Leone, vous êtes au Mali, vous êtes au Lesotho, il y a une personne qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé. Mais le chef de l'État téléphone à ce monsieur en disant « Dites que tout va bien. Nous n'avons pas d'Ebola. Nous n'avons pas de Covid. » Et il dit « Nous n'avons pas d'Ebola, nous n'avons pas de Covid. » Et donc, le système ne fonctionne pas. Nous n'avons pas un système de santé, je dirais, mondial, que nous avons mis en place parce que le politique a voulu garder la main sur l'Organisation mondiale de la santé, alors qu'il faudrait que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé ait un droit de faire des choses indépendamment du politique. Or, il est nommé par le politique et il peut se représenter. Donc il faudrait que le directeur général de l'OMS ne puisse pas se représenter. Et il est là pour 6 ans ou 7 ans. Il ne se représente pas, il n'a rien à faire des hommes politiques qui l'ont mis. Et ensuite, il doit avoir une capacité à commander, comme d'ailleurs l'OMC. L'Organisation mondiale du commerce, le directeur général, je peux vous assurer qu'il commande. Et il commande. Et ce qu'on a accepté pour le commerce, on ne l'accepte pas pour la santé, ce qui est quand même invraisemblable. Actually, I think your point about we have the WHO for 8 billion people that spends $2 billion, right? It's a quarter, right, per person rather than, I mean, even $1 per person would be 4 times increase in budget and huge amount of added power and benefit that they would have. It's ridiculous. Et j'ai oublié de dire que sur les 2 milliards, 500 millions vient de Bill Gates et Melinda Gates. I'm sorry, I will make it in French. Yeah. It will be easier. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé dans ce débat et qui pourtant est au cœur de toutes les questions de réforme des systèmes de santé. C'est pas un hasard parce que ce mot brûle les lèvres des politiciens, mais aussi les experts dans une situation très inconfortable parce que tout ce qu'ils disent n'est jamais entendu. Ce mot, c'est les inégalités de santé. La santé s'améliore dans le monde en termes de mesure des indicateurs partout. Mais comment elle s'améliore? Elle s'améliore parce que la partie la plus
aisée de la population voit sa santé s'améliorer relativement vite, alors que la partie la plus démunie de la population voit sa santé stagner, voire régresser. Ce phénomène se voit parfaitement en France, il se voit parfaitement en Suisse, il se voit encore de manière plus caricaturale aux États-Unis. Les États-Unis, le pays qui consacre le plus d'argent dans le monde pour sa santé, n'est qu'en 5e position dans le classement des pays du continent américain, derrière le Canada, Cuba, Costa Rica et le Chili. Alors, penser l'universalité est une belle envolée intellectuelle, mais dans la réalité, dans un pays comme la France où l'universalité est un principe, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les écarts augmentent de manière considérable à la même vitesse qu'elles augmentent aux États-Unis. Et que toutes les réformes qui sont proposées ne tiennent pas du tout compte de la question des inégalités. On continue à dire c'est universel, alors qu'on favorise de plus en plus, avec la technologie, avec les investissements, la partie la plus aisée de la population. Alors je pense que cette question doit être au cœur de nos débats, parce qu'elle rejoint aussi les questions posées hier sur le futur et le rôle de la technologie dans le futur. Aujourd'hui, la technologie, elle creuse encore plus vite qu'on ne le faisait avant les inégalités de santé. Et si on n'aborde pas franchement cette question, elle n'est pas simple, entre autres pour vous les politiciens, parce qu'elle va conduire à proposer des réformes qui ne vont pas satisfaire la partie la plus aisée de la population, mais je pense qu'on ne peut pas avoir un débat de cette ampleur si on ne pose pas au centre la question des inégalités. D'abord, je ne sais pas si vous avez suivi depuis le début le débat, mais on a passé à peu près 20 minutes, en tout cas personnellement, sur le sujet des inégalités qui existent justement au début. Sur la première question que nous devons nous poser sur un système de santé, c'est que est-ce qu'il est justement égalitaire ou surtout en tout cas équitable? Et donc c'est le premier sujet que nous avons abordé. Alors, il y a deux choses dans votre question. Vous parlez, j'ai bien compris, des pays développés, la Suisse, la France, les États-Unis. Et c'est vrai qu'en France, en Suisse, aux États-Unis, il existe une différence d'indicateurs de mortalité entre les pauvres et les riches. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est de dire que c'est dû au système. C'est très compliqué de dire ça et d'accuser les politiciens de ça. C'est très dangereux d'ailleurs. Pourquoi? Parce que justement en France, c'est un des rares pays au monde, et j'ai été chef de service de soins intensifs de cardiologie pendant 15 ans. Le nombre de sans-domicile fixe que j'ai vu arriver, qui étaient dans un box pour infarctus du myocarde, à côté d'un sénateur ou à côté d'un chef d'entreprise très riche, moi je l'ai vu parce que c'est le SAMU qui me l'a mené. Et le SAMU, il ne demande pas la carte bleue à quelqu'un. Donc je ne peux pas laisser dire que le système de santé français élimine les pauvres. Ce n'est pas vrai. Alors peut-être ça le sera un jour, mais aujourd'hui, ce n'est pas vrai, car l'éthique des médecins, l'éthique des infirmières du secteur public, c'est que justement, nous soignons tous, quel que soit. Je ne sais pas si c'est en Suisse pareil, mais nous, je peux vous jurer qu'on le fait. Par contre, ce qui est vrai, et c'est un des cours, une des choses que je dis dans mon cours de santé publique en premières années de médecine, c'est que si je prends l'exemple du cancer du col de l'utérus, qui touche les femmes jeunes, il y a 1100 à peu près décès par an en France de cancer du col de l'utérus. 95%, c'est des gens qui gagnent moins de, on va dire, 2000 euros, tout compris, par mois. Et ça, c'est une question. Vous pouvez me dire, regardez, en France, c'est les personnes les plus pauvres
qui sont touchées par le cancer du col de l'utérus et qui en meurent. Mais oui, pourquoi? Elles ont toutes droit au frottis, puisque le frottis, il est gratuit, monsieur, en France. Donc il est gratuit pour la personne qui est pauvre comme pour la personne qui est riche. Le problème, c'est que la personne qui est pauvre est persuadée qu'elle va avoir à payer, et donc elle n'y va pas. Toutes les études épidémiologiques que nous avons faites sur ces personnes, c'est qu'elles se disent, je préfère d'abord aller au supermarché et bien faire manger les enfants, avant d'aller voir le gynéco, parce que je vais payer, ils vont me faire payer. C'est sûr qu'ils vont me faire payer. Et donc, elle n'y va pas, elle ne le fait pas, et elle ne se fait pas dépister. Ensuite, je dois dire que si vous regardez maintenant les disparités qu'il y a, par exemple, en France, dans la mortalité, le nombre de cancers digestifs, par exemple, cancers des voies aérodigestives, poumons, gorge et larynx, enfin larynx et œsophage, et poumons. Vous avez pratiquement 2 fois plus de cancers en Normandie et dans les Hauts-de-France que sur la Côte d'Azur. Pourquoi? Parce que les gens de 40 ans qui sont transporteurs dans les Hauts-de-France, ils boivent du calva à 9h du matin au zin. Le calva, c'est un alcool très fort. Au zin, et ils fument 1,5 paquet par jour. Donc on fume beaucoup plus dans les zones pauvres que dans les zones riches, comme vous l'avez très bien dit. On boit beaucoup plus des alcools forts chez les pauvres que chez les riches. On est beaucoup plus stressé, enfin, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, chez les pauvres que chez les riches. Et ça, évidemment, on peut toujours dire c'est le président de la République, c'est le médecin, c'est des politiciens, ils sont nuls, ils sont affreux. C'est facile. C'est beaucoup plus difficile d'essayer de comprendre sur le fond. Ça, c'est la partie pays riches. Sur les parties pays pauvres, alors ça, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que la mortalité infantile a divisé par 2 depuis les années 1995. Grâce à plusieurs choses, mais c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que l'on fait un fonds à plusieurs milliards, grâce au président Bush, d'ailleurs, au départ, au président Chirac, au président Blair. Enfin, c'est quand même les États-Unis qui ont mis l'argent essentiellement, nous en second par rapport au nombre d'habitants, sur le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme. Personnellement, j'ai créé United. Nous avons, avec d'autres, il y a eu TB, Stop TB, Rollback Malaria. Et donc, il y a eu vraiment des progrès extraordinaires. Il reste, bien évidemment, vous avez tout à fait raison de le dire, et je me bats, moi c'est ma vie, donc de me battre pour augmenter l'espérance de vie dans les pays les plus pauvres. C'est ma vie depuis 20 ans. Mais on doit dire qu'il y a des résultats qui sont historiques sur les pauvres dans le monde. I agree. Thank you. Nothing more to be said. I think you're 100% right. Thank you very much. Thank you. Thank you.